Avec vous sur Sud Radio pour débattre, commenter ce couvre-feu qui va toucher quand même un tiers de la population française. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300, on en parle avec vous, on en parle avec Patricia Balme, présidente fondatrice de PBcom International. Vous êtes spécialiste en communication politique. Bonjour. Bonjour Lucas Valérie. Véran, vous êtes étudiant et vous êtes adjoint au maire de Neuilly. Bonjour à vous. Valérie, bonjour à tous. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Bonjour. Et nous sommes également avec le général Bertrand Soublet. Bonjour. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Vous êtes dans le sud-ouest de la France, mais on vous entend très bien, les liaisons sont bonnes. Vous êtes également vice-président du mouvement de Rafik Smati, Objectif France. Donc évidemment, ce couvre-feu occupe toute l'actualité. Certains comprennent, d'autres ne comprennent pas, sont indignés, ont le sentiment que c'est une injustice. Y avait-il une autre solution? On en parle avec vous. On va quand même, ça fait quand même 1 heure qu'on en parle, on va faire un petit tour de table sur peut-être ce qui a retenu votre attention et ce qui change peut-être un petit peu de ce sujet. Je peux peut-être commencer avec l'annulation du concours du meilleur pâté en croûte. Vous savez, il y a eu beaucoup d'annulations. C'est une vraie tragédie. Je me disais qu'il y avait des choses, voilà, c'est une petite note d'humour, mais j'aime beaucoup le pâté en croûte et donc cette finale, cette compétition a été annulée, tout comme, vous le savez, le salon de l'agriculture. Donc il y a évidemment, et là c'est beaucoup plus sérieux, beaucoup de manifestations qui sont annulées et voilà, c'était un petit clin d'œil donc pour cette finale du championnat du monde du pâté en croûte qui n'aura donc pas lieu. Ça en fera 2 fois plus l'année prochaine. J'espère absolument. Et puis une petite pensée pour Guillaume Gomez, le chef de l'Élysée que je suis sur Instagram et qui met souvent des pâtés en croûte. Voilà. Patricia, on commence avec vous. Écoutez, moi j'ai un coup de gueule qui est pas marrant du tout, mais c'est au sujet des 20 croix gammées qui ont été taguées rue de Rivoli. Ouais. L'auteur présumé a été arrêté. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, dénonce lui-même des tags, je cite, nazis. Et le parquet n'a retenu aucune circonstance aggravante, c'est-à-dire qu'en fait le parquet n'a retenu qu'une chose, c'est la dégradation d'un monument historique. Ouais. L'avocate de la LICRA a connu un grand moment de solitude. L'acte antisémite n'a pas été retenu. Ouais. C'est inquiétant, c'est pas rassurant. Et je rappelle juste une chose pour ceux qui nous écoutent, c'est que la croix gammée était quand même le symbole de l'idéologie nazie. Ouais. Le projet de l'idéologie nazie, c'était l'anéantissement des Juifs. Ouais. Donc voilà, il y a des décisions de justice qui sont pour le moins étonnantes. Oui. Nicolas. Oui, peut-être dire que le parquet, contrairement à ce qu'on dit trop souvent, ne représente pas l'État, il représente la société. Ouais. Et il est là pour sauvegarder l'intérêt général de la société. Et effectivement, que le parquet ne considère pas que de tels tags pose un grave problème à la société et au développement de l'antisémitisme, c'est très inquiétant. Oui. Encore une fois, le parquet nous représente et représente nos intérêts collectifs et je trouve que Patricia a tout à fait raison de mettre ce point en exergue. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la manière dont cette affaire a été traitée. Général Soublet, Bertrand Soublet. Écoutez, je partage le constat de Patricia Balme et de tous les débatteurs de ce matin. C'est effectivement quelque chose de très inquiétant. Je ne comprends pas. Et a priori, je pense qu'il devrait y avoir une réaction du ministère de l'Intérieur. Si elle n'a pas lieu, c'est encore plus inquiétant. Il y a aussi quelque chose qui est assez interpellant, c'est dans la répétition de ce genre d'acte, effectivement, souvent le délinquant échappe à sa qualification pénale du fait que sa structure psychologique ait été altérée. Ouais. Or, il y a quand même une question sur aujourd'hui, qu'est-ce qui rentre dans le champ de l'alternement, du discernement, qu'est-ce qui ne rentre pas, parce qu'on se rend compte que beaucoup d'actes antisémites qui le sont, finalement ne trouvent pas une condamnation à la juste mesure de ce que devrait représenter Oui, on voit toutes les difficultés qu'il y a eu dans certains cas avec des meurtres, je pense à Sarah Halimi et autres, où la qualification a eu effectivement beaucoup de mal à être d'acte antisémique, à être reconnu. Lucas, on va rester dans le domaine de la justice. Tout à fait, parce que le mot qui résonne à la bouche de tous les Français sur la réponse pénale, c'est le sentiment
d'impunité. Alors pas tellement pour la grande délinquance, mais surtout pour la petite délinquance, celle à laquelle est confronté l'ensemble des Français au quotidien. Prenez un exemple, par exemple, dans n'importe quel tribunal, sur des tags ou des petits vols. Une décision de justice peut aller jusqu'à 18 mois avant d'être prononcée, et souvent avec des peines qui sont de l'ordre de 2 mois de prison avec sursis, ce qui, comme le disait le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, souvent laisse place à une réaction des délinquants de l'ordre du MDR, mort de rire, c'est-à-dire une indifférence la plus totale. Qu'est-ce qui va avoir lieu? Une proposition de loi à l'initiative du groupe Agir qui va permettre pour l'ensemble des procureurs, 36 procureurs de ce pays, de pouvoir prononcer dès le lendemain de l'interpellation du délinquant le recours au travail d'intérêt général. Et donc, ce faisant, on améliore la justice de proximité et on raccourcit le délai de la réponse pénale, qui est aujourd'hui l'un des principaux arguments qui frustrent les Français et qui démoralise aussi les forces de l'ordre, qui souvent interpellent les contrevenants, mais sont obligés de les remettre en liberté, nourrissant chez eux un sentiment que leur travail n'est pas valorisé à hauteur de ce qui devrait être. Oui, non, mais c'est un vrai problème de la société. C'est évident qu'il faut qu'il y ait une justice plus rapide, mais on en est quand même très loin. Hein. Ah oui. C'est une première pierre, c'est certainement pas la plus décisive et la plus complète, mais c'est en multipliant ce genre d'initiative que peut-être on donnera l'impression aux Français que la réponse pénale est plus concrète et plus rapide. Nicolas Corato? Oui, moi, c'est un coup de cœur en forme de coup de griffe, je sais pas, mais je n'imaginais pas un jour dire ça à l'antenne, mais moi, je suis pour qu'Angela Merkel se présente aux élections présidentielles en 2022. Angela fut présidente. Alors, je ne rentre pas sur le fond parce que on ne sait pas ce qui attend l'Allemagne dans les prochaines semaines et peut-être qu'ils connaîtront eux aussi une deuxième vague. Ce que j'aime chez cette femme, c'est sa simplicité, sa manière de parler directement aux Allemands. De ne pas dramatiser, d'être très concrète, de n'avoir pas politisé le sujet de la pandémie, d'être restée une femme politique, d'avoir mis au pas son administration et les lenders qui sont censés travailler avec elle. Bref, tout ce qu'on n'a pas en France et tout ce qu'on pourrait espérer. Et j'aime beaucoup ces interventions qui durent 3 minutes 30. J'aime moins celle de notre président qui dure 30 minutes 30 secondes. Voilà. Et je pense que les Français devraient regarder un peu ce qui se passe outre-Rhin, ne serait-ce que pour s'inspirer d'un modèle politique qui pourrait peut-être changer un peu la donne en France. Oui. Mais c'est un vœu pieux. Hein. Bertrand Soublet, ça va peut-être apporter de l'eau à votre moulin. Oui, écoutez, moi, pour je vais parler de mon coup de cœur de ce matin, et n'y voyez absolument aucune relation avec ce qui vient d'être dit. C'est pour le général de Villiers qui vient de sortir un bouquin qui s'appelle « L'équilibre est une force, réparer la France ». Alors vous allez me dire, ah bah oui, c'est la solidarité entre généraux, etc. Pas du tout, parce que en réalité, moi, ce que je vois chez Pierre de Villiers, c'est pas tellement le général, c'est surtout l'homme. Il vient de prendre la parole une nouvelle fois pour dresser un constat et puis donner des priorités dans son bouquin. Alors, pourquoi le coup de cœur? Parce que dans un premier temps, il donne encore une fois l'illustration que les militaires peuvent apporter leur savoir-faire dans la vie démocratique et publique de notre pays. Ça, c'est important. Et puis, il démontre également qu'on peut contribuer au débat sans calcul personnel, de manière désintéressée. Alors, évidemment, je sais que les médias en général et les commentateurs ont du mal à comprendre ce fonctionnement, un fonctionnement personnel, complètement désintéressé au service de la France, mais il existe. Il le prouve, et pour ça, moi, je lui donne un coup de chapeau. Gérald Soublet, moi, je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire, et je pense que c'est quelqu'un de très honorable, Pierre de Villiers, c'est un homme courageux, mais il n'a pas été totalement clair sur ses décisions quant à l'avenir. Ça, il faut quand même. Les journalistes lui ont posé la question. Moi, j'ai bien écouté. Sa réponse était ambiguë quand même. Oui, parce que vous dites, Bertrand Soublet, qu'il peut donner son avis, écrire un livre sans avoir de visée politique. On peut imaginer qu'il en a peut-être tout de même, non ? Écoutez, moi, je vous dis que non, très clairement, parce que je connais bien Pierre de Villiers. Nous sommes assez proches. Et nous avons eu cette discussion très souvent sur son engagement politique éventuel. Et il a toujours été sur la même position. Il n'en a jamais varié depuis 2 ans qu'on se voit très régulièrement. Et il n'a pas de visée politique. C'est clair. Et il n'ira pas au présidentiel de 2022. Je vous le dis. Vous pouvez enregistrer mes propos et me les ressortir en 2022. Vous verrez que j'ai raison. On verra. Mais sans que ce soit un sujet pour le général de Villiers, ça peut être un sujet pour les Français. Parce qu'à l'heure où l'autorité est tant défiée,
Villiers. En fait, la figure du général de Villiers, comme un certain nombre, est face aux candidats qui semblent émerger dans le cadre des élections présidentielles. Aucun n'est en mesure, comme peut-être le général de Villiers, d'incarner cette restauration de l'autorité de l'État. Et donc, c'est peut-être aussi ça, c'est que sans doute est-il très honnête et complètement désintéressé, mais il peut tout à fait se développer une appétence particulière des Français pour ce genre de profil. Pour un profil comme celui-là. Parlons donc de cette annonce hier qui a été faite par le président de la République lors de cette interview à 20h, comme vous l'avez évoqué, Nicolas Corato. Donc couvre-feu, 21h, 6h du matin pour essayer de lutter contre la propagation du virus. On va en reparler dans un instant. L'information de la matinée, c'est tout de même la perquisition en cours chez Olivier Véran et plusieurs responsables politiques, Jérôme Salomon, Édouard Philippe, Agnès Buzyn, Sibeth Ndiaye, qui font également l'objet de perquisitions. C'est le cours normal des choses, il faut bien le dire. C'est une de ces actions qui interviennent dans le cadre d'une information judiciaire. C'est la Cour de justice de la République qui, le 3 juillet, avait ouvert une enquête. Donc la Cour doit évidemment s'informer, mener une enquête, et ces perquisitions sont tout à fait normales. Donc c'est vrai que depuis ce matin, on voit contre-feu, c'est-à-dire une sorte dans les réactions de certaines personnes en disant voilà, il a annoncé ça, donc pour faire contre-feu, on dit vous voyez, la justice n'est pas pourrie, ils vont être punis, etc. Peut-être sur cette enquête qui tombe quand même assez opportunément. Oui, mais moi je le vois pas comme ça. Je pense que c'est vraiment le déroulement classique d'une enquête de justice, et c'est tout à fait normal que voilà. Alors maintenant, l'idée de la perquisition sur un sujet pareil, je vois pas ce qu'on peut trouver chez les intéressés. Ça, j'ai pas compris le concept même de la perquisition dans le cadre de cette affaire-là. De cette affaire, voilà. Je pense pas qu'Agnès Buzyn ait gardé des documents chez elle. Je n'ai pas très bien compris. Voilà. Je crois que c'est l'hypothèse de la carence de réaction ou d'action face à un sinistre aussi grand que la gestion de l'épidémie. Oui, Lucas Véran, oui, mais qu'est-ce qu'on va trouver mais je suis d'accord, mais sur des échanges personnels. Mais ça fait partie, sur des ordinateurs, des échanges personnels, des échanges de mails, des choses comme ça. C'est sûr, mais il y a quelque chose d'un peu singulier, bien que ce soit le déroulement, et je suis entièrement d'accord avec vous, naturel des choses. Le fait pour les responsables politiques en charge de la gestion d'une épidémie de se savoir à un moment ou à un autre suivi, instruit, ça peut à un moment aussi altérer le processus décisionnel de chacun des hommes et des femmes qui gouvernent ce pays. Donc c'est peut-être un élément de réflexion pour l'avenir. Oui, Nicolas Corato. Je suis assez d'accord, il faut se souvenir des débats internes qu'il y avait eu, y compris entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron au moment du confinement, sur l'idée de continuer ou pas, de déconfiner ou pas, et quand, et de ce qu'il sortait de certains habitués du gouvernement qui disaient mais en fait il y a une vraie différence, les membres du gouvernement sont responsables immédiatement et peuvent voir leur responsabilité pénale engagée. Celle du président, il bénéficie d'une immunité. Et on voit bien qu'effectivement aujourd'hui, ce théorème se révèle et se relève complètement vrai. Avec quand même, moi je suis un peu interloqué par le fait qu'on commence par une perquisition au domicile privé de ces personnalités politiques plutôt que de perquisitionner les ministères dont ils avaient la charge et où se trouvent peut-être beaucoup plus de pièces. Ou les archives qu'ils ont laissées en partant, ou les archives pour ceux qui ne sont plus là. Et c'est très étonnant. Bon, voilà, ça fait partie peut-être aussi d'une forme de justice, non pas spectacle, mais qui a un calendrier qui lui est propre. Mais effectivement, je suis assez d'accord, ça n'est pas sans incidence sur la manière dont certains ministres vont gérer ce dossier, ont géré ce dossier et vont continuer à le gérer. Ouais. Effectivement, pour Olivier Véran, ça marque une certaine forme de pression. Ouais. Il y avait eu ce bruit de couloir terrible, effectivement, pour abonder dans le sens de ce qui vient d'être dit. Sur le Premier ministre est plus occupé à gérer son risque pénal au moment de la sortie du déconfinement. Ouais. Et alors, objectivement, c'est un vrai sujet sur le fait qu'aujourd'hui, décider dans un contexte de prévention des risques, on le fait toujours avec cette idée qu'on est responsable de ses actes et potentiellement pour des conséquences bien plus graves que politiques. Alors, il y a la perquisition également, je l'ai dit, chez Olivier Véran, alors qu'il est arrivé après le déconfinement. Donc, lui aussi va être inquiété. Olivier Véran, il est arrivé après le départ d'Agnès Buzyn. Oui, c'est ça. Non, mais il est arrivé au moment du confinement, puisqu'elle est partie finalement juste avant le confinement. Olivier Véran, il est tout aussi responsable
hypothétiquement, pénalement, qu'Agnès Buzyn et que tous ceux qui ont participé à la chaîne des responsabilités. Il y a un personnage qu'on ne voit pas cité dans la presse ce matin, c'est le Premier ministre en exercice, mais moi je ne l'ai pas vu cité. En exercice, non. Oui. Voilà, non, Édouard Philippe également a été perquisitionné. Juridiquement, rien ne s'y opposerait. Ouais. Alors, le président alors Bertrand Soubelet, pardon, je ne vous ai pas interrogé sur cette perquisition. Alors là, c'est l'ancien professionnel qui parle, bien entendu. Alors évidemment, j'ai pas vocation à commenter une affaire judiciaire en cours. Et je pense qu'en plus, il est de très mauvaise loi qu'on fasse de la justice dans les médias. Et hélas, c'est ce que l'on fait trop souvent. Mais ces perquisitions sont logiques. C'est une méthode d'enquête. Dans une enquête, on ferme des portes. Ils ont commencé par fermer la porte de leur domicile privé. Moi, j'y vois pas j'allais dire, de manœuvre particulière. Moi qui ai dirigé et puis participé à un certain nombre d'enquêtes, des dizaines, voire des centaines dans ma vie, ça ne me choque pas particulièrement. Alors évidemment, après, la question c'est quelle est l'exploitation médiatique qu'on fait de tout ça. C'est surtout ça, à mon avis, qui est très important et qui pose problème. Oui, un auditeur nous dit comment peut-on dire que c'est tout à fait normal des perquisitions chez des membres du gouvernement? Dans quel pays les citoyens ont déposé plainte contre leur gouvernement sur la gestion du Covid-19? Quelqu'un a la réponse? C'est vrai que c'est pas courant. Non, c'est pas courant. On parle de plaintes qui ont été déposées par des infirmières, des infirmiers et des médecins devant la Cour de justice de la République. Oui, c'est pas courant et oui, on a beaucoup dénoncé en France un système, la Cour de justice de la République, qui mettait de côté, qui donnait une sorte d'avantage aux hommes politiques, aux femmes politiques. La réalité ce matin, c'est qu'on voit qu'ils sont traités à peu près comme n'importe quel citoyen. Hein. En tout cas, ça donne pas tellement envie, à mon avis, à des jeunes de s'engager en politique. Pourtant, non, Lucas, oui, mais bon, globalement, vous n'êtes pas de la famille d'Olivier Véran. Je crois que vous avez appelé Olivier tout à l'heure. Vous vous appelez Véran, mais c'est un homonyme heureux parce que j'aime bien, mais non, effectivement, pas de la famille d'Olivier Véran. Mais s'engager en politique, ça vous donne envie? Mais plus généralement, ce qui est certain, mais pas nécessairement que ce cas-là, mais que le politique est aujourd'hui certainement bien plus, et souvent pour des bonnes raisons, mais contraint par un contexte judiciaire. Il y a une judiciarisation de la vie politique. Aujourd'hui, l'homme politique ou la femme politique qui souhaite prendre des responsabilités, déjà a un contrôle de probité qui, à mon avis, d'un certain point de vue, peut rendre assez, si vous voulez, assez peu souhaitable l'exercice d'une vie politique, dans le sens où, par exemple, sur toute la question de la transparence, la publication, et le ministre de la Justice en était indigné, de l'ensemble des revenus, de l'ensemble du patrimoine, quand bien même parfois on souhaite le cacher à ses enfants pour tout un ensemble de raisons. Si vous voulez, c'est une ère effectivement de l'ultra-transparence, bon là je divague un peu du sujet, mais qui ne rend pas, si vous voulez, particulièrement enviable l'exercice d'une vie politique, parce que l'on se sait tracé, l'on sait que désormais, sur la base des décisions que l'on peut prendre, on peut être poursuivi, et je trouve que ça ne permet pas de prendre des décisions dans un climat sain. Alors, le président de la République hier a annoncé ce couvre-feu. Qu'en avez-vous pensé? Qu'avez-vous pensé de cette intervention du président? Je vois le tweet de Philippe Bas, donc sénateur, qui dit « Je souhaite que le Parlement délibère sans délai du couvre-feu. Il était saisi de mesures moins attentatoires aux libertés. Il serait inexplicable qu'il ne se prononce pas sur des mesures aussi graves, qu'il les valide ou qu'il les rejette. » Donc cette décision, est-ce que le président de la République a eu raison de cette décision, de la prendre seul avec son gouvernement? Patricia Balme. Le président d'ailleurs a fait allusion au Parlement. Il a bien fait de le faire. Est-ce qu'il a pris une bonne décision? Moi, je pense qu'il a d'abord signé la fin de la récréation. Parce que la communication gouvernementale a été tellement déplorable, les uns disaient une chose et son contraire, donc il a repris la main, je dirais, sur le sujet. Maintenant, les prises de parole successives, je ne suis pas pour. Je pense que la bonne communication, c'est de parler à bon escient au bon moment. Mais là, je pense que c'était pour recadrer ses ministres. Maintenant, a-t-il eu raison ou tort? Eh bien, ce sont les semaines à venir qui nous le diront. S'il y a une baisse, il aura eu raison. Maintenant, autre chose. Je pense que le président de la République joue son quinquennat aujourd'hui. Et peut-être sa réélection ou non. Possible. Parce que si il parvient à faire baisser le Covid et que les mesures sont les bonnes, il aura un boulevard devant lui. À l'inverse,
ce sera très difficile pour lui. Alors, il a pris, juste, pardon, et je termine, il a juste pris des précautions en disant que cela aurait lieu, ce Covid, jusqu'à l'été. Donc, il a un parachute quand même. Au moins jusqu'à l'été. Allez, on marque une toute petite pause, 0826 300 300, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff, le président de la République, est donc intervenir à la télévision. Comment l'avez-vous trouvé? Est-ce que vous l'avez trouvé convaincant? Je rappelle quand même qu'il y a un sondage Harris Interactive qui nous dit que 73% des Français sont favorables aux mesures qui ont été prises, qui sont favorables à des mesures plus fortes. Donc c'est vrai que les médias sont une sorte d'amplificateur des gens qui râlent, qui ne sont pas contents. La majorité des Français ont plutôt quand même bien respecté les consignes. Général Soublet, cette décision, comment vous l'avez trouvée, vous, le président, hier ? Conforme à ce qu'il a toujours été. Moi, j'ai trouvé, à titre personnel, qu'il descendait trop dans le détail. Et très sincèrement, c'est pas le rôle du président de la République d'expliquer un certain nombre de choses dans le détail, parce que d'aérer les fenêtres, d'aérer les pièces. Dès lors, il perd le recul nécessaire pour la vision pour notre pays. On ne peut pas être à la fois dans la vision stratégique et dans le détail quotidien. C'est impossible. Moi, des gens qui sont capables de ça, dans ma carrière et dans ma vie professionnelle, je n'en ai jamais vu. Voilà, il faut remonter très loin dans notre histoire pour en trouver. Donc, la décision qui a été prise, hormis la manière et la méthode dont elle a été prise, sans parlement, sans débat, ça peut poser effectivement un problème, mais la mesure en elle-même, qui est un mode d'action en réalité, le couvre-feu, moi, ne me pose pas de difficulté. D'ailleurs, entre parenthèses, elle a déjà été prise. En Guyane, il y a déjà plus d'1 mois et demi. C'est vrai. Et personne n'en a parlé et personne ne s'est ému. Or, il se trouve qu'en Guyane, ça a été très efficace. Le couvre-feu avait été décrété au début entre 17h et 5h du matin. Donc c'est quand même énorme. Et on a vu une amélioration parce que le taux de reproduction est descendu de 1,7 à 1,1 en quelques jours. Donc c'est efficace. Et maintenant, il y a une amélioration, un assouplissement, puisqu'on est passé de 23h à 5h du matin. Donc dire que le couvre-feu n'est pas efficace, c'est faux. Contester la manière dont ça a été fait, peut-être, mais je pense que, hélas, il n'avait pas beaucoup de choix. Oui. Nicolas Corato. Oui, moi je suis gêné. Je ne pense pas qu'un président de la République prenne une décision comme celle-là de gaieté de cœur. Il connaît les conséquences. De toute façon, personne ne sait si c'est une bonne ou une mauvaise décision, et certainement pas moi ce matin avec les informations que j'ai qui sont les mêmes que les vôtres. Donc il ne s'agit pas moi je ne vais pas vous dire que c'est bien ou pas bien de faire un couvre-feu. C'est politiquement, quand même, symboliquement, je pense, beaucoup plus fort que le confinement. C'est-à-dire que le confinement, c'était inédit. Le pays était sidéré et la peur tétanisait tout le monde. Le couvre-feu, ça rappelle des souvenirs et ça s'inscrit dans une histoire politique. C'est pas neutre politiquement, un couvre-feu. C'est pas neutre, le général le disait quand même. Le couvre-feu, c'est quoi? C'est, pardon monsieur le général, mais c'est un peu l'armée au pouvoir. C'est des images de militaires dans les rues. C'est pas ce qu'il a dit hier soir, le président de la République, mais c'est tout de suite l'image qu'on peut projeter sur ce phénomène. Et si c'est là pour nous protéger, très bien. Et les Français, effectivement, vous l'avez dit, les Français non seulement sont très favorables, comme ils l'étaient au moment du terrorisme, à ce qu'on fasse des mesures attentatoires à leur liberté publique pourvu qu'on règle le problème, mais quand même, derrière, il y a pour combien de temps, dans quelles conditions? Effectivement, le rôle du Parlement pose une vraie difficulté. Je rappelle qu'en Allemagne, le Reichstag est à la manœuvre de tout ce qui se fait en Allemagne. Et j'ai pas l'impression que les Allemands soient moins efficaces que nous, ou plus lents que nous. Au contraire, ils ont réagi beaucoup plus rapidement. Et dernière chose, c'est quand même ce couvre-feu l'aveu d'un échec. C'est l'aveu de l'échec du déconfinement. C'est-à-dire que on se retrouve 6 mois après le déconfinement dans une situation où on ne voulait surtout pas être. Alors, personne ne maîtrise ce virus et on n'est pas le seul pays au monde. Loin de là, beaucoup de pays sont concernés par la même deuxième vague. Ce qu'on remarque quand même, c'est qu'il y a des retards à l'allumage sur plein de sujets techniques, de sujets fonctionnels, sur lesquels on se demande pourquoi. Je vais prendre un exemple, mais l'IHU à Marseille. Alors moi, je ne suis pas du tout un raoultien. Au contraire, je pense qu'il faudrait que ce monsieur arrête de parler. Mais il n'empêche que à l'IHU à Marseille, vous prenez rendez-vous en ligne pour faire un test. On vous donne une heure de rendez-vous. Vous n'attendez pas et vous avez le résultat de votre test dans les 7 heures par SMS.
ça pose quand même des questions sur les moyens qu'on a mis et les moyens qu'on a répartis sur tout le territoire et notamment dans les zones sensibles. Donc il y a un aveu d'échec du déconfinement et je dirais que politiquement le sujet va plus loin. C'est qui est le monsieur déconfinement? C'est le Premier ministre actuel. Et moi, hier soir, j'ai quand même vu effectivement un président qui cumulait les deux fonctions. Oui, et qui reprenait les choses en main, comme disait Patricia, qui a sifflé la fin de la récré. Lucas Véran. Moi, ce qui me sidère un peu dans l'état actuel des choses, c'est parfois le manque d'humilité de l'opposition vis-à-vis de la dureté de ces mesures-là. Moi, je vais reprendre le mot de Valérie Pécresse, c'est un mal nécessaire. Et objectivement, quand on regarde nos voisins européens, que ce soit aux Pays-Bas, qui est quand même pas un pays suradministré, enclin à tout le temps déployer l'arsenal coercitif pour faire valoir les règles, fermeture des bars et des restaurants, règle de 3 parfois ou de 6, hypothèse en Grande-Bretagne par exemple d'un nouveau lockdown, en Allemagne et contrairement à la France, et c'est assez intéressant de voir que l'initiative, elle vient souvent de la part des Länder et de grandes villes comme à Francfort, Cologne ou Brême sur de nouvelles initiatives. Globalement, on se rend bien compte que quel que soit le pays et souvent avec des seuils de déclenchement inférieurs aux nôtres. La dureté et la sévérité des mesures est au moins pareille. Donc je trouve que c'est un peu dur et tout à fait hors propos de critiquer la dureté du gouvernement, parce qu'en réalité, l'ensemble des pays du monde sont confrontés à cette situation-là, et parfois avec une rigidité en Nouvelle-Zélande, pour une poignée de cas, une flopée de cas, on a décidé quasiment de revenir à un lockdown total pour éviter la circulation virale. Et au Brésil aussi, Brésil qu'on fustige assez souvent. J'ai un ami au Brésil qui me raconte que c'est un confinement extrêmement rigoureux et très, très, très dur. Et en Espagne, on voit que les Espagnols, en particulier à la région de Madrid, sont confinés avec des mesures aussi très dures. Patricia. Alors, moi, je pense aux détails dans cette affaire de confinement. En tout cas, de couvre-feu, puisque là, on parle de couvre-feu. Il y a quand même des restaurateurs et des patrons de café et autres qui vont être très impacté. Quant au spectacle, j'ai entendu Jean-Marc Dumontet chez vous dans votre émission ce matin. Bon, ils peuvent s'adapter, faire des spectacles à 19h, mais la seule question que je pose, c'est pourquoi est-ce que le virus à 19h est moins dangereux qu'à 21h ? C'est tout ça qui me dérange par rapport à ces professions qui vont souffrir de ce sujet. Il y a des restaurateurs qui ont pris les bonnes mesures, des gels, des plexiglas, des distanciations, et ils sont les premiers visés avec ce couvre-feu. Et il y aura une tragédie économique. Et les conséquences sont très lourdes. Donc, est-ce qu'il fallait généraliser ce couvre-feu de la sorte ? Généraliser dans les zones où le virus circule beaucoup. Il fallait prendre une heure. Mais alors pourquoi ne pas, pardon Valérie, pourquoi ne pas fermer les restaurants à midi ? Parce que ce qui est expliqué, c'est que le soir, les gens se relâchent peut-être un petit peu plus. À l'heure du déjeuner, ce sont les jeunes qui sont visés. Ce sont les jeunes, les bars, les gens qui circulent, qui sont aux terrasses. Les bars, pas les restaurants. Oui, sauf que il fallait peut-être l'adapter. Sauf que les restaurants, tout le monde. C'est Sophie Menton qui a eu cette phrase qui disait tout le monde ne chose pas du 38. Et c'est vrai que tout le monde, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'en entendant Guy Savoie ou Michel Sarraud ce matin, des gens qui ont de la distanciation, qui ont mis les choses en place, sauf qu'on peut pas, c'est compliqué de mettre tout le monde, de faire des différences. Ce qui est vrai, c'est que l'impression que ça donne, c'est que les restaurateurs payent en réalité pour les fêtes privées. Absolument. C'est-à-dire que c'est ça, pendant le fond longtemps, des choses. Et vous parlez des jeunes, effectivement, et de manière claire et sans aucune ambiguïté, les jeunes, durant la période où les bars étaient fermés, où il y avait tout un ensemble d'interrogations sur la possibilité d'aller boire un pot, ils préféraient aller chez eux, où bien évidemment un certain nombre de protocoles sanitaires étaient moins mis à l'œuvre, où on mettait pas le masque, où les rassemblements familiaux ont globalement continué à avoir lieu. Et je pense que c'est pour stopper court à ce genre d'initiative plutôt à la possibilité des services, on met en place effectivement entre guillemets toute une profession qui va être plusieurs types de professions. On a un auditeur, Olivier, qui nous appelle. Bonjour Olivier, on vous écoute. Bonjour. Vous êtes sur Sud Radio. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire ? Moi, ce qui me sidère, c'est que ce pays marche sur la tête avec un gouvernement d'incompétents. Et je pèse mes mots. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui ils prennent des décisions alors que sur la première vague, ils ont totalement été à côté de la plaque ?
C'est grave ce qu'on est en train de vivre. C'est très grave. Oui. Aujourd'hui, on a un taux de mortalité qui est plus du tout le même par rapport à ce qui s'est passé. Et on nous met quoi? Des restrictions, je dirais, au niveau des libertés. Pourquoi? Parce qu'entre 21h et 5h du matin, le virus va circuler plus vite ou moins vite. Mais c'est du n'importe quoi. Vous auriez fait quoi alors pour empêcher le virus de circuler? Moi, j'empêche rien du tout, madame. Je vous dis franchement, moi, si je dois appliquer les choses, déjà, je donne la liberté de prescription aux médecins. C'est pas l'affaire des politiques, c'est l'affaire des médecins. Et ils n'ont rien à foutre là-dedans, les politiques. En premier. En deuxième, je confine plutôt les personnes à risque, les personnes âgées, que toute une population qui travaille et qui fait tourner le pays. Ouais. Enfin, vous aviez entendu quand ça a été proposé au début du confinement, qu'on confine les personnes âgées, c'est-à-dire que ça ne satisfaisait personne non plus. Oui, ça difficile. Mais on préfère confiner les personnes âgées ou saboter une économie? Parce que je vais vous rappeler juste une chose, c'est que tout à l'heure vous avez justement dit à l'antenne les pays où il y a les plus de répression. Comme par hasard, c'est les pays où il y a le plus de virus. Mais on ne parle pas aujourd'hui ni des Pays-Bas, ni de la Pologne, ni de la Suède, ni de la Norvège. La Suède arrive au deuxième. La Suède aujourd'hui arrive en deuxième en nombre de morts derrière les États-Unis pour 100 000 habitants. Donc la Suède n'est plus un exemple. Vous êtes nombreux à me dire la Suède. La Suède a planté complètement son confinement. L'immunité est en train de se créer chez eux alors que chez nous on n'y est pas. Non, il n'y a pas d'immunité. Il y a un nombre de morts très important en Suède. Derrière les États-Unis en rapport au nombre de 100 000 habitants, c'est eux qui ont le taux le plus élevé, juste derrière les États-Unis. Tous les pays qui ont globalement... Merci beaucoup, Olivier, de nous avoir appelé. Mais on entend ce que vous dites. Beaucoup de gens nous disent ça, évidemment, parce que quand on n'est pas content, on râle plus facilement. Pardon. Non, mais c'est ce que le propos d'Olivier est assez symptomatique de ce qui se passe. En réalité, tous les pays qui ont un moment adopté cette stratégie de on tend vers l'immunité collective, on laisse la vie économique, ont tous inversé, ont changé leur fusil de braquet. Donc il s'agirait peut-être de se questionner sur ce changement de braquet et considérer que, moi je suis prêt à l'entendre, que le gouvernement, comme le disait Olivier, est à côté de la plaque. Mais quel pays n'a pas été à côté de la plaque à ce moment-là? Mais vous voyez Valérie, ce que dit votre auditeur, c'est intéressant parce que on disait qu'il y avait 76% d'après l'étude ELAB de Français qui étaient prêts à rogner leur liberté pour mieux lutter contre le virus. Ils ne disent pas qu'ils font confiance au gouvernement pour bien mener cette lutte. Donc il y a une question de confiance quand même qui est latente et de défiance qui est latente dans la société. Et qui va poser un problème. C'est-à-dire que je suis content, moi, que le président de la République ait à peu près abandonné la métaphore guerrière hier soir, mais pour la reprendre un instant, on ne peut pas aller au front en étant divisé. C'est-à-dire que si dans ce pays, moi je ne sais pas si le couvre-feu c'est une bonne ou mauvaise solution, puis c'est pas mon rôle de le dire. Mais moi, en tant que citoyen, je vais appliquer les consignes. Et il faut que les Français appliquent les consignes. Est-ce qu'ils vont le faire? Vous parlez de cette défiance qu'on voit, on entend des gens, alors peut-être que c'est par bravade, mais qui disent je n'appliquerai pas les règles. Il y a un restaurateur qui a dit j'ouvrirai même si je dois fermer. Peut-être et un policier surtout qui nous disait qu'ils n'ont pas les moyens d'appliquer aujourd'hui, de faire respecter la loi. Très clairement. Il y a le romantisme de ceux qui effectivement sont toujours les rebelles. Bon, très bien. Il y aura des bars clandestins dans les immeubles, mais enfin tout ça c'est anecdotique. Moi, je pense que les Français depuis le début de cette crise ont montré qu'ils étaient disciplinés. Et d'ailleurs qu'ils renvoyaient un message au gouvernement qui était que finalement, ceux qui ont bien fait le boulot, c'est les Français depuis le départ. Ils attendent des consignes claires de la part de leurs dirigeants. Jusqu'à présent, on ne les avait pas. Là maintenant, on l'a, donc on va l'appliquer. Et on va voir jusqu'où ça nous mène. Après, je rejoins Patricia, c'est un coup de poker absolument délirant pour le président de la République. C'est-à-dire, soit ça marche, soit il restera. Et il ne faut pas imaginer aussi ce qui se passe dans l'imaginaire des jeunes aujourd'hui, qui sont une part de son électorat qui est pas anodine. Il restera comme l'homme qui aura confiné et mis sous cloche le pays. Donc, et peut-être pour rien. Donc, il y a un vrai risque politique. Et le sujet, c'est pas tant de savoir s'il sera réélu ou pas. C'est dans quel état politique sera notre pays quand on sortira de la séquence au 1er décembre. Général Soublet, je vois une auditrice, Marie-Hélène, qui nous dit le couvre-feu ne sert à rien, les gens vont se réunir entre eux. Mais s'ils ont envie de se contaminer, s'ils ont envie d'aller à l'hôpital, s'ils ont envie... C'est la liberté de chacun. Après, n'applaudissez pas les soignants à 20h parce qu'ils sont quand même dans une situation
très compliqué. Encore une fois, je ne sais pas moi non plus si c'est une bonne solution ou pas. Si le président de la République prend cette décision, c'est qu'il y a une raison sanitaire. Alors oui, on privilégie le sanitaire sur l'économie, mais Général Soublet, sur la défiance. Oui, je reviens sur ce que dit Nicolas Corato, même si je vois qu'il n'apprécie pas le vocabulaire guerrier. C'est vrai que couvre-feu, c'est un mot particulier, mais on pourrait parler de confinement horaire. Ça aurait été peut-être plus acceptable. Je sais bien que la sémantique a un effet dans notre pays, mais bon, il ne faut pas s'arrêter à ça. En effet, il a raison lorsqu'il parle de la confiance vis-à-vis de nos hommes politiques, et notamment du gouvernement. Les Français n'ont plus confiance. Mais pourquoi ils n'ont plus confiance? Tout simplement parce que tous les choix qui ont été faits par le gouvernement depuis le début ont été des choix qui ont été dictés par les impératifs de communication et d'image, et pas par souci d'efficacité. C'est le vrai sujet. Il est là le sujet. Tant qu'on ne traitera pas les problèmes de notre pays en termes d'efficacité, et qu'on se bornera à les envisager sous vais-je être réélu, est-ce que les sondages vont bouger, est-ce que mon image va en pâtir, eh bien, tant qu'on en sera là, eh bien, notre pays n'avancera pas et on se trouvera en situation de défiance de l'ensemble des Français vis-à-vis de ce que j'appelle moi aujourd'hui la caste politique. Ils se considèrent comme une élite, mais moi je ne les considère pas comme une élite compte tenu de l'état dans lequel se trouve notre pays aujourd'hui. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant, 0826 300 300, à tout de suite. Vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter donc les annonces d'Emmanuel Macron hier soir. On nous recommande également de ne pas nous réunir à plus de 6 quand on reçoit à la maison et plutôt des membres de sa famille. On a un auditeur avec nous en ligne qui voulait réagir, Alain, qui nous appelle de Paris. Bonjour. Oui, Valérie. Bonjour. Merci de me recevoir sur votre antenne. Je voulais juste réagir à une chose qui vient d'être dite par vous tout à l'heure par rapport aux statistiques sur le taux de mortalité en Suède. Ouais. Sachez qu'à l'heure actuelle et depuis le 25 juillet, il y a soit 0 mort, soit 1 mort par jour en Suède du Covid. Le Covid a quasiment disparu de la Suède. Ce sont les chiffres de l'université Johns Hopkins, qui fait office de référence mondiale en matière de statistiques sur le Covid. Il n'y a plus de morts du Covid en Suède. Alors c'est quoi l'étude de monsieur Pilet, si je ne dis pas de bêtises? L'étude, vous avez bien vu cette étude qui a été commandée par ce médecin qui a été réalisée par ce médecin suisse? Moi, ce sur quoi je me base, Valérie, c'est les chiffres de l'université Johns Hopkins qui sont repris par l'OMS, en fait. Et je me dis que au-dessus de l'OMS et au-dessus de l'université Johns Hopkins qui est consultée par les épidémiologistes du monde entier, je pense pas qu'un médecin que je ne connais pas du reste puisse avoir des chiffres peut-être plus fiables en fait que ces institutions-là. Si vous regardez, vous cherchez dans Google sur le site de l'université Johns Hopkins, vous tapez Suède et vous apercevez qu'il n'y a plus de morts du Covid. Je vais vous dire très exactement combien il y en a eu en fait ces derniers jours. Le 13 octobre 0, le 12 octobre 2, le 11 octobre 1, le 10 octobre 0. Le taux de mortalité, il y a quasiment, on va dire qu'il y a un mort en moyenne par jour en Suède actuellement, il est 10 à 15 fois inférieur à celui de la France. Il faut vraiment faire attention aux chiffres et s'actualiser quotidiennement par rapport aux données de l'épidémie, parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'immunité collective semble avoir marché en Suède. C'est-à-dire qu'il y a eu un pic de mortalité, évidemment, pendant le pic de l'épidémie, ça c'est évident, mais on s'aperçoit que contrairement aux autres pays qui ont pratiqué le confinement, etc., l'épidémie n'a pas repris en Suède, elle a quasiment disparu. Alors, et ils ont sauvegardé leur économie. Encore une fois, c'est pas du tout le chiffre qui est sorti de l'étude qui a été présentée il y a 2 jours, où on voyait vraiment sur le schéma que la France d'ailleurs s'en était pas si mal sortie que ça finalement, mais que les États-Unis et la Suède en tout cas étaient alors peut-être que effectivement c'est la manière dont on prend les chiffres et que c'est sur le bilan de la pandémie, je ne sais pas. Merci Olivier de nous avoir appelé. Peut-être qu'on pourrait tous convenir qu'on n'en sait rien en fait. C'est-à-dire que la seule chose qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en Île-de-France, je prends cette région en exemple, l'Île-de-France qui a été très durement touchée pendant la première vague, les lits sont en train de se remplir à un rythme très inquiétant.
Donc moi, je ne sais pas s'il y a eu une immunité collective ou pas en Île-de-France. Ce que je constate, c'est que dans les salles de réanimation, les lits sont pris à 45% par des malades du Covid. Donc, immunité collective ou pas, à la limite, c'est pas le sujet. Et on verra dans un an et demi, si effectivement quels ressorts ont été à l'œuvre dans cette épidémie. Il faut qu'on arrête aussi de regarder des chiffres que personne ne sait analyser et qui sortent. La seule réalité qui nous intéresse, c'est la capacité d'accueil de nos hôpitaux et la capacité d'action de nos soignants. Moi, je comprends qu'aujourd'hui, cette capacité, elle est en danger. Donc, je comprends qu'effectivement, il faut mettre en place des mesures coercitives. Voilà, c'est la seule chose que je regarde. Et ensuite, on discutera de savoir qui sont les scientifiques qui ont raison et qui sont les scientifiques qui ont eu tort. Mais on n'est pas tous devenus des épidémiologistes en 6 mois. Non, voilà. Moi, je voudrais juste ajouter un bémol. Santé publique France a souligné quand même le fait que 60% des contaminations ont lieu sur le lieu de travail et à l'université entre 8h et 19h. Faut pas l'oublier quand même. Bon, maintenant, j'ai retenu une phrase du président de la République hier soir. Il n'y aura pas de faillite en raison du Covid. Moi, je dis que le gouvernement, il doit faire le job derrière. Parce que cette phrase, vous savez, les phrases comme ça, très fortes, comme je me souviens François Hollande qui annonçait qu'il ferait baisser la courbe du chômage, quand on s'engage sur des assertions comme celle-ci, il faut que derrière ça suive. Il faut que ça suive, oui, et absolument. ça, ce sont les ministres qui doivent suivre derrière. Mais vous avez raison, hein. Où sont recensés les clusters? Donc entreprises privées et publiques, milieux scolaires et universitaires, établissements de santé, événements privés ou publics et milieux familial élargi. Mais pardon Valérie, mais le virus, il dort pas le jour, c'est pas mais noctambule le cluster n'est pas la contamination, hein. Le cluster n'est pas la contamination, c'est pas pareil. Les propos de Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, à cet égard, relèvent d'une mauvaise foi absolument démentielle. Il dit 60%. Les contaminations ont lieu soit en entreprise, soit à l'école, soit en université entre 8h et 19h. En réalité, il parle des clusters qui, pour ceux qui l'évoquent, représentent en réalité 20% de l'ensemble des contaminations. Donc il faut pas... C'est vrai que vous avez raison, Nicolas. Les chiffres, en réalité, et en particulier celui de la mortalité... il peut y avoir un fort effet déceptif. Par jour, en France, il y a 1600 décès. Si on rapporte le nombre de Covid par rapport à cette masse-là de décès, c'est très déceptif. Mais comme vous avez eu raison d'insister, le sujet, c'est les capacités en lit de réanimation. Avec cette réalité aussi, c'est qu'on a déprogrammé tout un ensemble d'opérations au printemps en se disant on va les faire quand ? À l'été ou à l'automne. Donc là, si vous voulez, il y a aussi la question de la continuité des autres soins. Qui sont donnés aux patients. Qui commencent à être déprogrammés dans voilà, la PHP a déjà commencé parce que effectivement c'est près de 44,5%. Il y a 2 semaines, c'était moins de 30%, donc ça montre bien la croissance exponentielle d'occupation de ces lits-là. Et concrètement, je suis pas sûr qu'il soit souhaitable qu'on arrive à une déprogrammation constante, même si le nombre de décès est plus faible. Les gens sont toujours en réanimation. C'est près de 1600 lits qui sont occupés aujourd'hui, et il faut en prendre compte. Donc, regardez le seul indicateur de la mortalité, c'est à mon avis pas la bonne manière de juger, mais effectivement il faut être très humble par rapport à tous ces chiffres. Encore autre chose, beaucoup de nos auditeurs nous disent comment ça va être respecté dans les quartiers. Je m'adresse à l'autorité, au général. Soubelet, est-ce que vous pensez que globalement ça va quand même se mettre en place, que les Français vont obéir ? Je pense que la plupart des Français vont obéir, mais ceux qui n'ont pas l'habitude d'obéir continueront à ne pas obéir. Il n'y a aucune raison que ça change, et le confinement ne va rien changer de ce point de vue-là. Mais et puis, on ne va pas mettre l'armée dans la rue pour faire respecter cela, c'est évident. Mais je crois qu'au-delà des querelles de chiffres, parce que moi je ne suis pas médecin et je suis un homme plutôt pragmatique, la seule chose que je vois, comme Nicolas Corato, c'est que ça monte, les lits de réanimation en région parisienne et ailleurs sont de plus en plus occupés, il faut réagir. Et je pense qu'on n'a pas le choix. Donc on peut gloser, on peut discuter, on peut tout ce qu'on veut, mais il faut arrêter ce virus et il faut faire en sorte qu'il ne se propage pas à la vitesse où il se propage depuis quelques semaines. Oui, c'est effectivement les soignants qu'il faut écouter, ceux qui sont confrontés à ce virus et à ces malades. C'est surtout ceux-là qu'il faut... Ce sont ceux qui sont le plus audibles à l'heure actuelle et qui seront le plus audibles dans les 4 semaines à venir. Oui, sauf qu'il y a aussi une défiance vis-à-vis des médecins puisqu'on a des gens qui ne disent pas la même chose. Donc là aussi, c'est extrêmement compliqué. Que je vois
au vu de des réactions de nos auditeurs, c'est très clivant et clivé sur ces sujets et qu'on ne fera pas changer les gens d'avis. Moi, j'avais retenu une phrase du président de la République hier, c'est quand il a dit à propos de Stop Covid, ce n'est pas un échec, mais ça n'a pas marché. Voilà. C'est le en même temps. C'est en même temps poussé à son extrême. Et pour finir sur une note un petit peu humoristique, un tweetos a écrit, c'est un petit peu comme dans Le Père Noël est une ordure. Non, Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile. Voilà. Bon, merci à tous les quatre. Bravo, merci à vous, merci Général également. Et on se retrouve, nous, demain, dans un instant. C'est André Berkoff qui sera avec vous.